Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'Europe et l'Europe de la défense. Il y a eu beaucoup d'informations ces dernières semaines dans la presse entre le divorce entre la France et l'Allemagne. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de prendre un petit peu de recul sur tout ça et d'essayer de comprendre pourquoi, à l'heure actuelle, l'Europe de la défense, eh bien, c'est un beau concept qui est très dur à mettre en œuvre et pourquoi, malheureusement, il y a peu de chances que cela évolue dans les décennies qui arrivent. Vous l'aurez sûrement compris, nous allons parler Seconde Guerre mondiale, nous allons parler dissuasion nucléaire, bombes B-61 et surtout où se trouvent ces bombes américaines sur le sol européen. Mais juste avant, laissez-moi vous parler de notre partenaire pour cette vidéo, Conflict of Nations, que vous connaissez sûrement sur cette chaîne, qui nous suit depuis longtemps et qui nous permet de créer des emplois. Conflict of Nations, c'est un jeu en stratégie PVP en temps réel gratuit. Vous choisissez un vrai pays à diriger pendant un conflit mondial du 21e siècle. Vous combattez jusqu'à 128 autres joueurs en temps réel dans des parties qui peuvent durer des semaines. Utilisez de nombreuses unités pour construire votre armée, chars, avions, navires, déclarer la guerre à vos voisins ou forger des alliances avec d'autres joueurs. Vous choisissez votre propre stratégie. Engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté multijoueur avec des vrais humains et surtout en temps réel. Vous savez, moi j'aime bien prendre du recul et ça laisse le temps de dormir dessus. Vous pouvez jouer avec le même compte sur PC et mobile et vous obtenez un cadeau exclusif. Vous cliquez sur le lien dans la description pour obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuit. Offre disponible uniquement pendant 30 jours, ne perdez pas de temps. Pour mieux comprendre ce qui se passe en 2022, je vous propose de faire un petit saut en arrière au 4 septembre 1941. L'USS Greer est un bâtiment américain et il vient d'être informé par un avion de la Royal Air Force qu'il y a un sous-marin dans le coin. Il va participer à la localisation de ce sous-marin et c'est le fameux U-552. Le U-552, à un moment, va se sentir menacé et va décider forcément d'ouvrir le feu de torpilles sur l'USS Greer. Les Américains, à ce moment-là, quelques jours après, font remonter les informations et le président Roosevelt donne l'ordre d'ouvrir le feu sur tous les U-boats allemands ou italiens repérés dans l'Atlantique. Officiellement, les États-Unis ne sont pas encore en guerre, mais il y a cet ordre d'ouvrir le feu à vue sur les U-boats parce qu'à ce moment-là, les États-Unis envoient beaucoup de matériel vers l'Europe. La Seconde Guerre mondiale, elle arrivera quelques mois après, avec une date officielle d'entrée en guerre contre les Allemands et les Italiens au 11 décembre 1941, et c'est 16 112 556 Américains qui vont se battre pendant cette Seconde Guerre mondiale. 405 399 vont mourir, 671 278 seront blessés, 130 201 seront faits prisonniers de guerre et 116 129 rentreront des camps. Donc attention, ces chiffres, c'est à la fois pour la bataille du Pacifique et également pour le front européen. Toujours est-il, fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont permis de reprendre du territoire. En Europe, dans le Pacifique, nous parlerons de la partie Pacifique le mois prochain, mais en Europe, eh bien, les États-Unis sont là, font maintenant face au bloc soviétique et ils ne comptent pas bouger. Les armées européennes sont ravagées par la guerre, il est donc naturel pour les Américains de rester sur place dans cette logique de défense de l'Europe, la partie ouest de l'Europe qu'ils viennent de récupérer, de libérer. Entre 1950 et 1967, en France, il y aura 11 bases aériennes majeures américaines, plus d'autres sites. Partout dans le reste de l'Europe, il y aura également des bases. À l'heure actuelle, il y a 160 à 180 000 militaires américains déployés partout dans le monde. Et regardez dans quel pays ils sont le plus présents, ce sont les grands perdants de la Seconde Guerre mondiale. 55 000 hommes, 55 000 Américains déployés actuellement au Japon. 36 000 Américains actuellement en Allemagne. 12 500 Américains actuellement en Italie. Je viens de citer les trois grands perdants de la Seconde Guerre mondiale. 26 000 en Corée, 10 000 en Angleterre, 1147 chez les Belges. Bref, vous avez 66 000 militaires américains
en Europe, et ça, c'est des chiffres pré-invasion de l'Ukraine. L'Angleterre, alors on n'arrive plus trop à savoir si elle est dans l'Europe ou pas, mais elle a également une forte présence américaine. Vous avez une base, la Royal Air Force Lakenheath, où il y a 2 unités de F-15E, les fameux Strike Eagle, également 2 unités de F-35A, et également des ravitailleurs pour donner de l'allonge à tout ça avec des KC-135R. Pour vous donner un titre de comparaison, 2 unités de F-15E et 2 unités de F-35, c'est plus de matériel, plus de puissance que toute la chasse embarquée française. Chasse embarquée française, où nous avons 3 unités de combat, la 11F, la 12F, la 17F, que nous appelons des flottilles de chasse. En Italie, vous avez à Aviano des hélicoptères, des HH-60G qui font du CSAR, Combat Search and Rescue, de la recherche et sauvetage de combat, mais également des F-16CM, DM, CG, DM. Vous avez même des drones, des MQ-9 Reaper, et forcément, là je vous parle de toute la partie un peu aérienne, il y a toute une composante maritime également, entre l'Espagne et l'Italie. En Allemagne, gros centre à Ramstein où j'ai eu la chance de passer lors du début des opérations en Libye. Et là, c'est un énorme hub, si on peut dire. Ils ont même leur propre chaîne radio en américain. Et vous avez du C-130J Super Hercule, du C-21A, du C-37A, du Gulfstream 5. Ramstein, c'est la grosse plateforme logistique en Europe. Alors, vous l'aurez compris, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains sont arrivés, se sont installés et ont installé des forces conventionnelles. Or, s'il y a bien une chose que la Seconde Guerre mondiale a appris à tout le monde, eh bien, c'est que l'armée conventionnelle n'est pas dissuasive ou n'est pas aussi dissuasive que l'on le souhaiterait. Il y a donc eu, avec le développement de l'arme nucléaire par les Américains, la création de la dissuasion nucléaire. Le concept de la dissuasion nucléaire, c'est très simple, c'est que ça doit protéger un pays, une nation, expliquer à l'adversaire que nous attaquer, essayer de prendre notre territoire, de détruire notre nation, n'en vaut pas la chandelle parce que nous aurions capacité à lancer des missiles nucléaires stratégiques qui détruiraient le pays adverse et qui pour la plupart ne pourraient pas être interceptés pour plein de raisons, notamment des raisons de saturation. Alors là, forcément, on se pose la question, qui a la bombe atomique en Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale? Et là, forcément, les Américains et les Américains seulement. Il faut attendre près de 10 ans pour que la France, sous l'impulsion du général de Gaulle, en 1954, décide vraiment de se lancer dans cette course à l'armement. Il fallait beaucoup de caractère pour faire ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le général de Gaulle a décidé de lancer le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en 1954, c'est Pierre Mendès France et Guy Mollet qui ont officialisé le programme de recherche de l'arme nucléaire. Le premier essai français a lieu en 1960 avec Gerboise Bleu. La première bombe H, donc d'une puissance supérieure, le 24 août 1968. Et jusqu'en 1996, il y a eu un total de 210 essais nucléaires. Dernier essai le 27 janvier 1996 avec Xocetos. À l'heure actuelle en France, nous avons du missile M51 qui est embarqué sur SNLE, sous-marin nucléaire lanceur d'engins, mais également de l'ASMP-A, A pour avancer, qui lui était embarqué sur Mirage 2000N et maintenant est embarqué sur Rafale Marine ou sur un Rafale de l'armée de l'air. Les Anglais ont également leur arme nucléaire. Je vais les laisser d'un petit peu de côté parce que eux, on ne sait plus trop s'ils sont dans l'Europe ou pas, comme je vous disais. Pour l'Europe continentale, il y a la France qui est une puissance nucléaire et d'après statista.com, il y a présence de bombes nucléaires sur 6 autres bases, 6 autres sites, 6 autres pays. La Belgique, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Turquie. Et ces bombes sont les fameuses B-61 américaines dont nous allons parler de suite. La B-61, c'est une bombe H construite dans les années 60 pour les premières versions, fabriquée à 6000 exemplaires et développée dans le fameux centre de Los Alamos dans le désert des États-Unis. Cette bombe a vocation à être tirée depuis un aéronef. Il y a différents réglages possibles. Elle peut exploser en airburst, explosion dans l'air, comme il y a eu à Nagasaki ou Hiroshima, c'est là où ça va être le plus efficace. Attendre que la bombe pénètre dans le sol avant d'exploser va réduire son effet de souffle, son effet militaire. Elle a une capacité à déployer un petit parachute qui va la freiner et permettre à l'avion lanceur, qui fait une incursion par la très basse altitude, va faire une ressource, va monter et va tirer la bombe, de s'enfuir. C'est exactement ce que faisaient les Français à l'époque du Mirage 4, lancé lui aussi par le général de Gaulle. Cette B-61, elle est petite, elle fait environ 324 kg. La charge militaire, c'est entre 0,3 et 100 kilotonnes. Au maximum, elle pourrait monter à 340 kilotonnes, toujours d'après les sources ouvertes. Fatman sur Nagasaki pesait 4,5 tonnes pour à peu près 20 kilotonnes.
Un M51, à titre de comparaison, dans un missile, vous allez pouvoir avoir au maximum 10 têtes de 100 kilotonnes. Donc vous voyez que depuis les sous-marins, on est sur des dimensions très différentes. La SMPA, tirée depuis un avion, on est sur du 300 kilotonnes, mais grande différence, ce n'est pas une bombe comme ce qu'on avait sur Mirage 4, c'est maintenant un missile qui se propulse et permet d'aller beaucoup plus loin, ce qui permet à la chasse française d'avoir plus d'allonge, et même s'il y a des soucis de ravitaillement, de tirer et de délivrer, comme on dit, la tête nucléaire en profondeur et très loin du terrain d'où a décollé l'avion. Actuellement, vous avez 4 versions de cette B61 qui sont encore opérationnelles, la -3, la -4, la -7, la -11, et une nouvelle version est en étude, la -12, qui permettra d'être tirée plus loin et qui devrait arriver en Europe d'ici quelques années au maximum. Alors pour pouvoir tirer la B61, il faut qu'elle puisse être mise sur un avion, et donc les avions compatibles, F-15, F-16, Tornado, mais dans le futur également, vous avez F-35 et le fameux B-21 Raider, qui est le futur bombardier américain. Le B-2 peut également porter cette bombe, donc vous aurez bien compris, si vous avez du F-16 ou à terme du F-35, vous pouvez être compatible avec la B-61. Alors maintenant, je suis sûr que vous avez compris le concept. Si on regarde la présence d'avions de chasse de fabrication américaine dans les armées européennes, ça fait un éclairage nouveau et ça vous paraît assez logique de retrouver des F-16 en Belgique, en Pologne et d'avoir autant de commandes de F-35 sur le territoire européen. Je vous rappelle que la Belgique passe sur F-35 pour pouvoir justement embarquer la B-61. La Pologne, ils prennent du F-35, mais ils ont récemment annoncé qu'ils aimeraient bien et qu'ils sont ouverts à stocker de l'armement nucléaire américain sur leur territoire. Vous avez les Allemands qui ont fait l'annonce d'achat du F-35, vous l'avez compris, pour du B-61, et Danemark, Italie, Norvège, Pays-Bas, l'Angleterre également, tous ces pays-là passent au F-35. Donc si vous posez la question pourquoi autant de F-35 en Europe, eh bien tout simplement pour pouvoir être vecteur de la B-61. C'est la première réponse puisque c'est ce qui permet de s'assurer la dissuasion nucléaire depuis son territoire avec ces bombes stockées par les États-Unis, mises en œuvre d'un point de vue politique, autorisées par les États-Unis, mais qui pourront derrière être véhiculées, être tirées par l'armée du pays où elles sont stockées. Vous l'aurez compris, d'un point de vue militaire, la dissuasion nucléaire, c'est un petit peu la toute première étape de la pyramide de Maslow. Et avant de vouloir avoir plein de bonnes intentions, vous devez vous assurer de protéger votre nation. Et à l'heure actuelle, la plupart de l'Europe continentale, hors France, est absolument dépendant de la B61 et de la politique extérieure américaine. Alors régulièrement, il y a des exercices, des compétitions de bodybuilding entre pays, où chacun va mettre en œuvre et montrer qu'il sait mettre en œuvre de l'armement nucléaire. Alors tout ça dans des grands exercices. On ne transporte plus lors de ces exercices l'armement nucléaire. Les Américains en ont perdu un paquet. On pourrait en parler lors de la guerre froide. Mais du 17 au 30 octobre dernier, il y a eu l'exercice Midi immuable, Steadfast Noon, avec 14 pays de l'OTAN, 60 avions, c'était en mer du Nord, en Angleterre et en Belgique. Et il y a donc eu entraînement annuel pour se préparer à la mise en œuvre de la bombe B61 par l'Angleterre, par la Belgique et par une multitude d'autres pays, le tout conjointement avec les Américains. Vous doutez bien, la France n'a pas participé. Pourquoi la France n'a pas participé? Parce que la France, indépendante de ce point de vue-là, a ses propres exercices, qu'on appelle les exercices poker. Il y en a 4 par an et c'est durant la nuit parce qu'il y a moins de trafic aérien dans le ciel, donc ça vous permet d'avoir plus de zones pour s'entraîner. Une cinquantaine d'avions qui partent. Certains font les gentils, d'autres font les méchants. Moi, j'ai participé en tant que marin à faire les méchants et vous devez essayer d'arrêter un raid nucléaire. Donc il y a de la protection aérienne, il y a du ravitailleur, il y a des avions qui vont faire de la pénétration basse altitude et c'est 4 fois par an et ça permet de montrer à tout le monde que nous avons cette capacité de raid en profondeur. Raid en profondeur qui peut également être mené vers Djibouti ou vers les Émirats Arabes Unis. Dans ce cas-là, on appelle ça l'exercice marathon ou l'exercice Minotaure. Et c'est les FAS, les forces aériennes stratégiques, qui organisent cela avec des avions dédiés et des ravitailleurs dédiés qui sont d'ailleurs toujours en alerte. Les Russes de leur côté ont un exercice Grom. Le dernier a été fait le 19 février 2022, peu de temps avant l'invasion. Il serait question de faire un autre exercice cette année également. Si maintenant on revient en 2022 à l'actualité chaude, vous avez eu l'annonce par des Allemands de l'European Sky Shield. L'objectif c'est quoi? 14 pays de l'OTAN plus la Finlande qui vont se mettre ensemble pour créer une sorte de protection antimissile, de protection aérienne, mais la France est exclue de tout ça.
la Pologne également. Et donc vous voyez bien que la France est en train de plus en plus de se retrouver isolée dans une sorte d'Europe de la défense l'idée par l'Allemagne. Alors en conclusion, tout ça c'est bien beau, mais s'il fallait essayer de résumer cette vidéo qui n'engage que moi. Hein. Premier temps, Seconde Guerre mondiale, les armées européennes sont détruites, Allemands, Italie, ou sont faibles, comme celle de la France, et la présence américaine est indispensable pour stopper l'avancée soviétique, pour permettre d'arrêter la guerre, si on peut dire d'une certaine manière. Les Américains ont perdu des hommes, ont mis énormément de ressources, ils estiment normal de rester sur place et ils s'imposent comme protecteurs. Ils vont permettre de reconstruire l'Europe à coup de billets verts et également à coup d'offres de technologie. On pourra en reparler. L'armée française a utilisé beaucoup de matériel américain pendant l'après-guerre. Avec l'arrivée de la dissuasion nucléaire, il y a maintenant ce nouveau statut qui est une puissance qui dispose de l'arme nucléaire peut empêcher sa disparition en disant si vous venez chez moi, je vous rase complètement. C'est donc la dissuasion nucléaire. Les États-Unis en sont équipés, en font profiter les pays européens, en les dissuadant d'une certaine manière d'investir énormément pour leur propre recherche, pour la création de leur propre dissuasion. La France, avec le général de Gaulle, décide de suivre sa propre voie, créer sa propre dissuasion nucléaire. Ce n'est pas le cas des autres pays. Résultat, plus de 60 ans après, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la France qui fait figure d'exception en Europe, qui est autonome dans la souveraineté, dans la protection de son espace national, face à un reste de l'Europe qui est dépendant de la B61 et de la politique américaine. Alors la grande question est pourquoi est-ce que la France n'a pas essayé de s'imposer comme le protecteur nucléaire de dissuasion du reste de l'Europe? Et là, c'est intéressant, on voit le 9 novembre dernier, lors du discours du président Macron, il a dit que la dissuasion française contribuait à la sécurité de l'Europe. Contribuer à la sécurité de l'Europe, c'est la première fois qu'il le dit, mais j'ai envie de dire, malheureusement, on est peut-être 30, 40, 50, peut-être même 60 ans trop tard dans cette déclaration, parce que là, avec toutes les commandes de F-35, avec ce qui est en train de se passer à côté, sous le leadership de l'Allemagne, nous voyons bien que nous sommes repartis pour 30 ou 40 années, la durée de vie du F-35 et des matériels qui s'apprêtent à être commandés sous protectorat, si l'on peut dire, ou sous leadership américain. Donc, je ne suis pas là pour faire une vidéo, faut-il être pro ou anti-OTAN. L'idée, vous avez vu, je n'ai quasiment pas parlé de l'OTAN, c'était vraiment de se mettre à la place des pays européens, comprendre pourquoi cette présence américaine, pourquoi ce leadership américain, tout simplement à cause de cette B61. Vous amenez peut-être du coup à voir ce qui se passe actuellement en Europe sous cet œil légèrement différent. Et je vais être honnête, je suis franco-canadien, mais si j'étais belge, si j'étais allemand, si j'étais italien, si vous étiez italien, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous auriez fait les choses différemment ou est-ce que ça ne vous paraît pas logique, au vu de ces événements historiques, eh bien qu'il reste dépendant des États-Unis pour ça. Ce serait peut-être temps qu'ils lancent leur propre industrie nucléaire, je ne sais pas, mais maintenant il y a d'autres soucis, non-prolifération, comme par hasard, toutes ces choses-là. Mais je serais ravi d'avoir votre point de vue dans les commentaires. Posez-vous cette question. Nous, on est français, nous avons un point de vue de français. Qu'en est-il du reste de l'Europe? Et je pense que cette empathie, se mettre à la place un petit peu de nos voisins, nous permettrait de mieux comprendre ce qui se passe actuellement. Allez, fly safe et à très vite sur la chaîne. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP en temps réel gratuit qui se déroule pendant un conflit mondial du 21e siècle. Choisissez votre propre stratégie, engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde. Vous obtenez un cadeau exclusif, cliquez sur le lien dans la description pour obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuitement. Offre disponible uniquement pendant 30 jours, ne perdez pas de temps.